jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je suis enchantée de vous présenter Yuko de Neuville. Vous allez voir, elle est pleine de surprises. De toute manière, je vais lui laisser la parole, elle va se présenter. Mais avant toute chose, Ohayo gozaimasu Yuko-san. Et il paraît. Donc je viens de lui dire bonjour en japonais. Oui. En fait, c'est une des rares phrases que je retiens encore en japonais. Et surtout, Yuko, mais elle va nous raconter un peu tout ça. Yuko, elle habite Melbourne. Pourtant, elle est située aux États-Unis. Quel est ce mystère? Peux-tu nous raconter tout cela, Yuko, tout en te présentant, bien sûr? Oui, merci Carole. Ohayo gozaimasu. Carole-san. Ohio. Bravo. Merci beaucoup. Oui, donc je suis Yuko de Neuville. Merci de me recevoir. Merci. Et puis, donc je vis effectivement à Melbourne, mais pas en Australie, en Floride. Donc souvent les personnes se demandent, mais où est-ce que ça se trouve? Alors ça se trouve à côté d'Orlando, à 1 heure de route d'Orlando, et au nord de Miami. Donc, je suis vraiment au bord de l'océan. Donc ça, c'est chouette, à 10 minutes en voiture. Et voilà. Donc, j'habite ici depuis 7 ans. 8 ans aux États-Unis et 7 ans en Floride. Puisque initialement, quand on a déménagé en fait de Paris aux États-Unis, c'était à Rochester, New York. Et donc, voilà, je suis venue parce que j'ai suivi mon conjoint. Donc, je suis ce qu'on appelle souvent conjoint accompagnateur, ou en anglais, c'est trailing spouse, que j'aime pas du tout, parce que c'est, en gros, c'est le conjoint qu'on traîne derrière nous. Donc, je n'aime pas du tout ce terme-là. Donc, on va dire que je suis accompanying spouse, voilà. Donc voilà, j'ai quitté ma carrière à Paris pour venir m'installer aux États-Unis, suivre mon mari avec nos 2 puces qui avaient 18 mois et 3 ans à l'époque. Ah, dis donc, sacré challenge. Alors, pour les auditeurs et auditrices, je souhaite juste préciser que, donc oui, Melbourne existe aux États-Unis, que Orlando, c'est le pays de Mickey, et aussi, quand tu dis que tu es à 3 heures de Miami, donc au nord de Miami, Oui. tu me disais que tu étais proche de Cap Canaveral et que du coup, tu t'envolais souvent vers la Lune et les étoiles grâce au départ des fusées, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, presque tous les jours, on voit des lancements de fusées. Soit ça va être la NASA ou SpaceX. Et voilà, c'est vrai que c'est assez magique. C'est assez Alors, magique. aussi, c'est vrai que je rebondis sur le terme que tu as utilisé là en anglais pour une femme qui suit son époux. Bah, c'est la même chose pour un homme. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un terme en anglais pour les hommes qui suivent leur femme? Parce que ça existe aussi, hein? C'est vrai. C'est Est-ce qu'on vrai. Bah, les en fait, appelle des hommes qu'on tire aussi finalement? oui, bah en fait, oui, ce terme est mixte. En fait, il s'utilise pour les hommes et les femmes, mais c'est vrai qu'il faut se l'avouer, la majorité reste encore des femmes qui sont conjoints accompagnateurs, dans, je pense, plus de 80% des cas. Ouais. Alors moi, je l'ai été aussi par le passé, parce que en femme amoureuse, en effet, j'avais pas envie de laisser mon homme et que j'avais envie de le suivre. Et je trouve ça merveilleux. Et je suis admirative de ce que tu fais parce que je trouve ça merveilleux de pouvoir changer comme ça de lieu, d'aller à la découverte d'autres environnements, d'autres personnes. Alors là, en plus, toi, c'est une langue, c'est d'autres langues. Moi, j'ai accompagné mon mari en Auvergne, à Paris. Mhm. Voilà, Ça un peu reste des moins changements. exotique, mais bon. Ben, ça reste des changements, ça reste des déracinements, hein.
Ouais. Exactement. Alors, Yoko, du coup, Melbourne, États-Unis, tu es une voyageuse. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta mission, ce que tu fais, te présenter? Oui, merci pour cette opportunité de me présenter. Alors, ma mission, en fait, moi j'ai grandi entre deux cultures. Donc, mon père est français, ma mère est japonaise, et depuis toute petite, j'ai grandi un peu dans des avions, on peut dire ça comme ça, parce que je voyageais entre la France et le Japon, puis mes parents m'ont emmené partout. Donc, grâce à mes parents, j'ai voyagé peut-être dans une quarantaine de pays, parce que j'ai continué après en grandissant. Puis, j'ai aussi vécu dans 5 pays différents. Donc j'aime bien m'appeler une serial expat, quoi. J'ai vécu en France, au Japon, en Angleterre, en Chine, puis maintenant aux États-Unis. Et en fait, j'ai toujours été passionnée par ça. Moi, s'adapter à des cultures différentes, apprendre des nouvelles langues, parce qu'à chaque fois j'ai appris du coup le chinois, l'anglais, voilà, le japonais, l'espagnol aussi. Et donc passionnée par les langues, passionnée par les différences, passionnée par les différences chez nous, chez l'être humain, quoi. En fait, on est tous uniques. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que ma mission aujourd'hui, en fait, elle est d'accompagner aussi les expats. Alors, quand je dis expat, je parle pas du statut expatrié avec le tapis rouge, avec tous les avantages, Hmm. etc. Parce que, bon, en plus, le statut expat a bien évolué maintenant, c'est plus tout à fait le tapis rouge. Mais quand je parle expat, c'est toutes les personnes qui déménagent, en fait, à l'étranger. Donc, j'accompagne les familles expats à vivre cette transition en fait, de manière sereine, fun, et puis épanouissante aussi pour tous les membres de la famille. Parce que moi, je suis convaincue que pour qu'une expatriation soit réussie, il faut que chaque membre de la famille, en fait, que ce soit le conjoint qui travaille, le collaborateur, le conjoint accompagnateur ou les enfants, il faut que chacun soit épanoui de manière individuelle, en plus de l'épanouissement familial. Bon, voilà, bien sûr, il y a les projets de famille qui sont chouettes, on voyage, on découvre, on apprend des langues, on voit nos enfants s'épanouir, mais pour moi, ça suffit pas. Il faut que le conjoint accompagnateur, surtout, c'est pour ça que j'accompagne beaucoup les femmes, il faut que la femme, on va parler de la femme parce que c'est dans plus de 80% des cas, puis c'est elles qui viennent à moi souvent, hein, faut s'avouer. Oui. Euh, ben, il faut qu'elle soit épanouie en fait, qu'elle trouve ce qui lui passionne en dehors de ses enfants, de son conjoint. Donc moi, c'est ce que j'ai fait justement. Voilà. Qu'en fait, quelle est sa place, quelle est Ouais. sa place même en dehors de son pays d'origine. Alors, ce que tu dis, c'est très intéressant et c'est important quand tu précises en effet que c'est toute la famille que tu accompagnes parce que c'est essentiel, parce qu'à un moment donné, ce noyau familial, il se retrouve téléporté ailleurs et même si c'est une famille, disons, allez, on va dire que 3, 4 personnes, voire plus, elle est seule quand même, cette famille, face à cette nouveauté, face à ce Mm. nouvel environnement, et c'est pas aussi simple. Alors, comment fais-tu pour accompagner, Yuko, pour accompagner comme ça la famille? C'est sous forme de coaching, c'est de famille comme, je vais pas dire comme une constellation familiale, c'est pas ça, mais est-ce que c'est du coaching de famille, puis après du coaching individuel? Comment ça se passe? Ouais. Alors, en général, je fais d'abord du coup, ça dépend. Si j'ai la famille qui vient à moi, j'ai d'abord un coaching de couple, on va dire. Donc, il y a le mari, la femme. Donc, on va parler de la culture, des différences culturelles. Voilà, par exemple, si c'est une famille française qui est venue aux États-Unis, on va parler des différences culturelles France, États-Unis. On va parler de la courbe d'adaptation, comment s'adapter, comment gérer le stress, etc. Et Mhm. puis, et après, j'ai une session, ou plusieurs sessions plutôt, avec les enfants. En général, ils aiment bien être ensemble. S'il y a une fratrie, ils préfèrent être ensemble. Donc, j'ai plusieurs sessions adaptées aux enfants, où ça va être plus ludique, voilà. Puis souvent, ils sont plus jeunes, donc il faut plus, voilà, faut adapter, on va dire, le vocabulaire, etc. Et puis après, la plus grosse partie, je dirais, c'est avec souvent la femme, donc le conjoint accompagnateur, euh, puisque en fait, on va pas parler uniquement de l'adaptation culturelle, mais aussi de qu'est-ce que ça veut dire de se reconstruire,
quelles sont ses passions en dehors de la famille, quelles sont ses forces, voilà, quelles sont les forces de ses expériences passées professionnelles et personnelles passées qu'elle peut réutiliser. Donc voilà, il y a tout cet accompagnement que je fais, donc c'est ça qui est passionnant. Ouais. Est-ce que tu as un exemple comme ça Ouais. de famille que tu as accompagnées et de femmes, donc justement d'expats que tu as pu accompagner et qui Mm. ensuite s'est révélée? Ouais, ouais, bah, du coup, je vais te parler surtout d'une cliente que je viens d'accompagner là. Euh, En fait, quand on a commencé le coaching, elle, euh, elle se demandait qu'est-ce qu'elle pouvait. Ça faisait quelques années qu'elle était aux États-Unis déjà, maman, voilà, elle a suivi son conjoint aux États-Unis avec deux enfants, et ça faisait en fait plusieurs années qu'elle se demandait qu'est-ce qu'elle pouvait faire comme métier. Et donc, du coup, en fait, grâce à l'accompagnement, euh, elle a pu mettre en lumière finalement quelles sont ses forces, quelles sont ses envies vraiment profondes. Et plutôt que justement de faire comme elle faisait pendant les dernières années, c'est-à-dire de prendre des boulots un peu comme ça qui venaient à elle, elle a vraiment pris le temps là de se poser. Et puis en fait, suite à l'accompagnement, non seulement elle a découvert ce qui lui passionnait, donc c'est-à-dire accompagner finalement les parents, les mamans dans leur parentalité, en fait, dans une parentalité bienveillante, vraiment son cœur de métier, enfin sa passion plutôt. C'était pas son cœur de métier parce que justement pas ce qu'elle faisait avant, Et c'est mais devenu son cœur de c'est métier. devenu. C'est ça qui est passionnant souvent, c'est en accompagnant ces femmes, ben voilà, on découvre que finalement, même si ça n'a aucun rapport avec ce qu'elles faisaient avant, on va découvrir finalement le fil rouge, là, ce qui passionne vraiment, et on va rassembler les puzzles, quoi. Je pense que c'est ça, rassembler les puzzles, de utiliser des bouts de ce qu'elle faisait avant, sa passion, et en faire un truc là, à mixer, faire une potion magique, et puis voilà, elle a découvert son métier de cœur. Donc non seulement elle a découvert ça, ce qui était en fait notre objectif au départ, mais en plus elle a lancé son business en ligne. Donc on est allé un peu au-delà finalement de ce qu'elle espérait, puis elle a eu même ses premiers clients. Donc, Oui, donc ça c'était waouh quoi. elle s'est mise en action Carrément, et elle s'est mise en ah action bien. et elle a eu ses premiers clients, elle a créé son website, elle avait jamais été sur les réseaux sociaux et elle s'est lancée. Et je pense que c'est ça, je pense, un peu ma force, si je peux le dire, c'est que je pousse les personnes à se challenger, à se mettre en action et à se dire, on y va, quoi, on y va. Et, et ça, ça vient vraiment d'un enseignement que j'ai eu de ma propre mentor, moi, il y a 8 ans, quand je me suis Mhm. lancée dans l'entrepreneuriat. Elle m'a, donc Delphine Boileau, d'ailleurs, elle s'appelle, si elle écoute un jour, elle m'a dit, mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Et ça, c'est devenu vraiment mon mantra. Et du coup, depuis que je suis entrepreneur, j'applique ce mantra-là. Et c'est vraiment ça, parce que la vie est tellement courte. Pourquoi se prendre la tête à essayer de faire les choses de manière parfaite? Alors, c'est très bien. Ça, je vais te demander de le répéter parce que c'est une des premières clés que vous apporte Yuko. Ouais. Juste pour dire que moi, je fais partie de ce genre de personnes qui, pendant des années, voulaient être parfaite, la bonne élève, et qui s'est empêchée de faire beaucoup de choses parce que je voulais que ça soit parfait. Mais comme la perfection n'existe pas, bon, il m'a fallu attendre 50 ans pour comprendre, bah, forcément, je n'y arrivais pas. Et donc, ce que tu viens de dire est essentiel. Alors, Yuko, s'il te plaît, peux-tu répéter ton mantra? Et chers auditeurs et auditrices, écoutez, ça c'est la première clé qui vous est apportée par Yuko. On t'écoute. Oui. Il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Voilà. J'adore. Il Alors, on va était passer. sur mon mur pendant plusieurs années, ouais. C'est Maintenant, vrai, il bah, est là, dans ma tête. ça c'est une bonne idée aussi de le mettre en visibilité pour pouvoir l'imprégner en soi. Eh ben, dis donc, tu fais un sacré boulot, c'est chouette parce que je reconnais que quand tu pars dans un environnement qui ne t'est pas connu, c'est pas toujours aussi facile, même si c'est enthousiasmant et qu'on a toute l'énergie positive qu'il
qui soit, c'est pas toujours simple et je trouve ça chouette de pouvoir faire appel à tes services pour pas se sentir perdu et puis reprendre sa confiance et se remettre en action avec ce qui est. Mais je trouve ça vraiment chouette. Bravo. Bah, je te remercie, Carole, et je pense que ce qui est important aussi, c'est de se donner de l'amour à soi-même et se dire, bah, c'est normal si j'ai des peurs. Quand je vais dans un nouvel environnement, c'est normal. J'ai des peurs, j'ai des blocages, parce que souvent, ce que j'entends de mes clientes, c'est, bah, je parle pas assez bien anglais pour faire du volontariat dans l'école de mes enfants, par exemple, ou je parle pas assez bien anglais pour me faire des amis. Et donc, souvent, on a ces blocages. Et en fait, c'est OK et c'est normal de les avoir. Donc, déjà, faut se donner de l'amour, de la bienveillance. Mais, mais moi, j'ai toujours ce côté. Mais on y va quand même. Parce que si on reste dans ces histoires, en fait, on fait rien. Ouais. Voilà. On revient, on montrera tout à l'heure. On attend que notre anglais soit parfait avant de se lancer. Non, ça marche pas comme ça. C'est justement aller à la rencontre des Américains, ne pas se comprendre, c'est pas grave, mais y aller, quoi. Y aller, et mon anglais, il est pas parfait, je vais quand même faire du volontariat dans la classe de mes enfants, c'est pas grave, parce qu'en fait, la maîtresse, elle peut nous demander juste de découper du papier, hein, s'il faut, hein. Donc, il n'y a pas besoin de... En fait, souvent, on se fait des montagnes et on se bloque. Et... Enfin, moi, c'est comme ça que je me suis lancé plein de challenges depuis que je suis ici et ça m'a permis d'avancer plus vite. Ouais, c'est la preuve de ce que tu avances et des accompagnements que tu fais. Alors, de ma propre expérience, c'est vrai que j'ai appris plusieurs langues, hein, et à chaque fois, je parle. Alors, par contre, tu vois, c'est curieux. Autant il y a des choses que je ne faisais pas parce que j'attendais que je sois parfaite. Les seules choses pour lesquelles je n'attends pas d'être parfaite, c'est l'apprentissage des langues. Alors ça, c'est un truc incroyable. Et du coup, tu as raison quand tu dis, bah, il faut se lancer quand même si c'est pas parfait. Quand je vais en Allemagne, par exemple, ben, je baragouine avec ce que j'ai de quelques notions d'allemand qui n'est pas parfait. Grammaticalement, c'est une catastrophe. Et pourtant, je fais. Et ce qu'apprécient les gens, et c'est partout, je pense, à travers tout le monde, ce qu'apprécient les gens, c'est qu'on fasse l'effort. Après, je m'aperçois qu'ils s'en foutent complètement que tu parles correctement ou pas. Ce qu'ils admirent, c'est ce qu'ils apprécient, c'est que tu fasses l'effort d'intégration et que finalement, vient l'entraide, ils adaptent autrement leur façon de t'approcher pour que ça soit accessible pour toi. Voilà, enfin, c'est ma leçon, c'est ce que j'ai appris sur le terrain finalement. Mm. Ouais, ouais, c'est clair, complètement. Voilà, donc ce que tu mets là, ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu apportes comme élément, bah, c'est important donc, et l'action est importante. Alors, on va enchaîner maintenant. Qu'est-ce qui te Oui, met en joie? Alors, certes, la réussite des personnes que tu accompagnes, ouais. mais qu'est-ce qui te met encore en joie? Ce qui me met en joie, c'est bah, déjà de voir mes filles évoluer, grandir. Là, maintenant, elles ont 9 ans et 11 ans, donc de les voir devenir ces jeunes femmes, jeunes filles pour l'instant, mais bon, celle de 11 ans, elle commence quand même à devenir une jeune femme, là, coquette et tout. Mais voilà, de les voir bah, grandir, évoluer, devenir bilingues, elles aussi, français, anglais, de prendre confiance en elles petit à petit, ça, c'est une chose qui me met en joie. De aussi, ben voilà, notre famille, notre cocon, comme tu disais, c'est vrai que quand on part à l'étranger, on est déraciné, mais bon, on n'est que nous quatre. On n'est que nous quatre, notre cocon, donc de voir qu'on est soudés, voilà, ça me met en joie que dans mon couple, ça se passe bien aussi, malgré les hauts et les bas de l'expatriation. Il y a beaucoup d'expatriations qui se terminent en rupture, hein. Et nous, ben, on reste accrochés, on reste soudés. Donc ça, c'est quelque chose d'autre qui me met en joie. Et enfin, je pense que c'est le fait de me, comment dire, à chaque fois de me lancer des défis et de les relever. Par exemple, là, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai participé à un concours de Humorous Speech Contest, un concours de, comment je pourrais dire ça, de discours humoristique. En fait, D'accord. donc j'ai participé à un concours. Et puis ben voilà, je me lance un challenge, même si mon anglais il est pas parfait, même si c'est face à des Américains qui sont super à l'aise en art oratoire, ben, je me lance des challenges et puis ben, en plus j'ai C'est gagné, donc ça génial. c'est chouette.
Mais, mais voilà, c'est ça qui me met en joie, je pense, c'est de me lancer des challenges un peu et ça me permet de me sentir vivante, en fait. Ouais. De, Mm. voilà, parce que ça c'est une autre de mes philosophies, c'est vaut mieux une vie où on se sent vivante plutôt qu'une vie un peu en demi-teinte, quoi, ou une vie où, bah, voilà, on fait ce qu'il faut, on fait, voilà, on vivote, quoi. Et une Voilà. vie où on se sent vivante, c'est une vie où on ose faire des challenges comme tu fais, Ouais, euh, se dire, bah, ok, ce sera peut-être pas parfait, et on rejoint ton mantra de tout à l'heure, mais j'y vais, et puis oui, ça va me donner des sensations, des émotions, je vais mm. peut-être passer par des moments down, des moments up, voilà, mais au moins, je le fais. C'est Ouais. ça, en fait, hein. Ouais, c'est important. C'est Ouais, c'est ça. Je important. pense que c'est justement, comme tu dis, c'est quand on ressent ces émotions qu'on se sent vivante. Mais du coup, si on se crée pas de challenge, oui, effectivement, c'est inconfortable. Oui, la veille, je vais avoir la boule au ventre. Je vais me demander pourquoi je me suis inscrite à ce concours-là. J'aurais mieux fait d'être tranquille devant la télé, relax, quoi. Ben oui, bien sûr, il y a tout ça. Ça vient chambouler ces émotions, mais en même temps, c'est en ressentant ces émotions de stress et d'excitation, et puis après de joie et de fierté de l'avoir fait, même si je perds, on s'en fiche. C'est ça, en fait, Ouais. qu'on se sent vivante. Ah ouais, tu l'as fait. Alors, quand on parle de stress, là, on parle d'un stress plutôt positif parce que c'est un stress de tension qui monte. Ouh, mais alors, pourquoi je me suis engagée là-dedans? Mais est-ce que je vais vraiment réussir? Enfin, c'est vraiment parce que finalement, là, il va pas te mettre à terre, ce stress-là. Il va au contraire te donner de l'élan, encore plus d'énergie pour Ouais, réussir, hein, c'est ça. Hmm. c'est Ah, c'est ça. chouette, bah, c'est merveilleux. Ouais. Alors maintenant, la question que je vais te poser, c'est quand même, tu dois vivre des périodes de tristesse, des périodes d'échec. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Comment tu agis face à cela? Comment réagis-tu? Hmm. Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai que j'ai vécu des moments de stress dans ma vie, des moments de grande tristesse aussi. Et je pense que comment je fais pour le traverser? Alors souvent les gens me disent, Yoko, mais t'es la force tranquille, quoi. T'es calme, zen, t'es jamais stressé. Mais si, bien sûr, je stresse comme tout le monde. Mais je pense que la manière avec laquelle j'approche ça, c'est Euh, pour moi, j'ai la conviction que on peut tout gérer et ça vient de nous, quoi qu'il arrive autour de nous. Donc c'est vrai que j'ai je me dis toujours, ok. Bah, déjà, j'accueille mes émotions. Je me dis, ok, c'est normal d'être stressé ou stressé, etc. Donc, je juge pas ce que je suis en train de sentir, quoi. Et puis, moi, j'aime beaucoup danser, donc je vais mettre de la musique et puis je vais danser. Et puis, souvent, ça va me donner envie même de pleurer. Il y a les émotions qui vont couler naturellement avec la danse, les mouvements, en respirant. Et puis après, bah, pour shifter ça, pour shifter ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est toujours euh, bah, voir le verre à moitié plein, quoi, et me dire, bah, ok, quel est l'apprentissage dedans? Quel est l'apprentissage dedans? Plutôt de se dire, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi, au lieu de me mettre en mode victime et me dire, il y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de choses, si je me dis, bah, quel est l'apprentissage dedans? Hmm. Et comment je peux grandir grâce à ça? Et je pense que ça m'a toujours porté toute ma vie, surtout quand j'ai eu des moments très difficiles, de me dire, OK, quel est l'apprentissage dedans? Comment je peux devenir, j'aime pas trop le terme une meilleure version de moi-même, mais c'est plutôt comment je peux devenir la prochaine version de Hmm. moi-même. Ouais. Alors, c'est très intéressant. Alors, c'est important aussi ce que tu dis. Alors, je le répète pour les auditeurs et auditrices, ce qui a résonné là fort en moi, c'est quand tu as dit, quand j'ai des tristesses ou j'ai des échecs, je ne me juge pas. Ça, c'est super important, hein. C'est vraiment là un élément essentiel que tu nous apportes. Je ne me juge pas, je prends, puis après je laisse passer, et ensuite tu essayes de devenir une autre version. J'aime bien aussi cette notion de autre version plutôt que meilleure version, parce qu'on était déjà bien dans la version actuelle, mais d'être une autre version et de rebondir finalement sur l'apprentissage de ce que tu as vécu, c'est ça? Ouais, Ouais. tout à Alors, fait. j'ai une autre question aussi, puisque là, j'en profite, étant donné que tu as vécu en Chine
que tu as vécu à Londres, en Angleterre, que tu vis, que tu as vécu en France, bien sûr, et ici aux États-Unis, est-ce que pour toi, cette notion d'échec et de comment rebondir face à l'échec, est-ce que tu as senti des différences entre ces différents pays? C'est une super question, ça, Carole. Et ça me passionne ces questions parce que ça touche à l'interculturalité et moi j'aime beaucoup dès qu'il est question de comparer, décortiquer un peu. On va se Euh, serrer la main à travers les réseaux. ah ouais, c'est passionnant. Ben oui, effectivement, ben là pour moi ça a été le plus grand apprentissage en venant aux États-Unis, c'est leur approche par rapport à l'échec, mais est complètement opposée de l'approche française, par exemple. C'est-à-dire que ici, l'échec, il est valorisé. C'est good job, t'as essayé, tu t'es planté, tu t'es pris le mur, mais good job. Ok. Et une fois que tu te prends le mur, c'est en fait aux États-Unis, c'est complètement opposé de l'approche française. L'approche française, on va analyser A plus B, plan A, plan B, plan C avant d'avancer parce que bon, on veut pas se planter. Alors on va bien analyser et si on se plante, ben, on va un peu avoir honte finalement parce qu'on va se dire oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Ils vont me juger, ils vont me critiquer. Alors qu'aux États-Unis, c'est je me pose pas 36 000 questions, je fonce, je me prends le mur, c'est pas grave. Bah du coup, je vais au plan B. Ouais. Je fais autre chose. Grâce à ce mur que je me suis pris, je vais faire une autre approche. Et donc, c'est complètement différent. Et c'est vrai qu'en venant ici, moi, j'ai appris à arrêter de me prendre la tête encore plus. Euh, j'arrête de me prendre la tête. Je me pose pas 36 000 questions. Je fonce, j'y vais. Et puis, j'ai pas peur de dire tous les échecs que j'ai faits. Parce qu'au contraire, justement, plus tu as fait d'échecs, plus tu es félicité ici. Parce que tu agis, parce que tu Parce que agis et que tu exactement. es... ouais, eh oui, ah, c'est merveilleux. Enfin, je te remercie parce que ce sont des questions m'interpellent tout le temps. Enfin voilà, c'est un sujet qui me passionne aussi. Alors, du coup, quelle est la chose dont tu es la plus fière dans Hmm. ta vie? Ouais, la chose, c'est intéressant. Ouais, ben, je pense que je dirais que c'est ma capacité d'adaptation à Et tout t'en au as, long de hein? ouais, tout au T'en as long de une. ma vie. Ouais, si je dois choisir juste une chose, quoi. Je pense que ouais, c'est d'avoir tout au long de ma vie, voilà, j'ai su m'adapter aux différents pays, aux différents rôles aussi, tu vois, que j'ai eu de jeune adulte, puis de maman. Et puis bah voilà, et à chaque fois avancer dans l'inconnu, quoi, finalement, même quand on devient maman, bah on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas, il n'y a pas de manuel. J'ai lu 36 000 bouquins sur la parentalité positive, etc. Mais je sais toujours pas être une bonne maman. Donc il y a ce côté, voilà, naviguer, et puis après être justement dans tous ces rôles. Et je pense avec toujours cet optimisme en moi et cette foi en me disant ça va bien se passer. Et je pense que en étant moi-même, en étant cette personne qui est optimiste et qui avance, je crois que j'espère inspirer ma famille. Mon mari me le dit souvent, il me dit souvent, heureusement que tu es là, parce que tu es le rayon de soleil dans la famille. Mes enfants, je pense, le voient. Après, c'est toujours moins évident avec les enfants, ils vont pas nous dire, maman, super, t'es une super. C'est plutôt l'inverse en général, maman, t'es méchante. Bon. Mais j'ai espoir que je sème des Ouais. graines. Et puis bah, je le vois aussi avec mes clientes et puis sur les réseaux sociaux, etc. Je, je, je- j'essaye de rayonner, euh, comment dire, ouais, en étant moi-même tout simplement Ouais, ben, pour inspirer. c'est ce que tu dégages, hein. Donc en effet, ce dont tu es fier, c'est ce rayonnement, cette foi en toi, ce naturel en toi que tu honores, hein. Tu n'es pas factice, voilà, tu es naturel et du coup, c'est aussi cette action que tu mets en place toujours, quoi. Tu avances, tu continues à avancer. Bravo, hein. Ah, Alors, merci. quel est ton plus grand rêve? Ça, c'est ma prochaine question. Ouais. Et tu sais, je me suis posé la question, du coup, je me suis dit, cette question, c'est comme une colle. Et en fait, j'en parlais justement avec mon mari ce matin. Je lui disais,
à cette question, qu'est-ce que je peux répondre? Et en fait, j'ai réalisé qu'en fait, je le vis déjà, en fait. Et pour Mm. moi, c'est ça là, qui est important. Je pense que le fait de vivre déjà mon rêve et d'apprécier, en fait, déjà, d'être dans l'appréciation de tout ce que je vis, ça me permet en fait, d'apprécier le voyage, quoi. Et tu sais, plutôt que d'avoir un rêve et de se dire, oh là là, mais j'y suis pas du tout, quoi. En fait, moi, je me dis, ben, je vis déjà mon rêve. Mon rêve, pour moi, c'est juste, enfin, c'est d'être heureuse, de rendre les gens heureux. Et je pense que je le fais déjà, mais je peux le faire plus. On n'est jamais, comment dire, le voyage n'est jamais terminé. Mais, et je pense que c'est aussi bah, d'inspirer voilà, les autres femmes expats aussi, notamment à vivre leur vie, s'épanouir. Et je réalise que c'est en vivant ma vie, comme je le fais aujourd'hui, que ce rêve, il va s'atteindre. Donc en fait, enfin, Mm. c'est pour ça, pour moi, c'est une question difficile à répondre parce que je le vis déjà, ce rêve, je le fais déjà. Et bien sûr, je peux le faire plus et plus et plus, le faire grandir, mais pour moi, c'est tous les jours. Tous les jours, je le vis. Tous les jours. Alors, Ouais. ça résonne aussi parce que je suis dans cette même posture que toi. Mon rêve, il est là, je le vis Mm. et je suis bien avec. Voilà, et c'est ça qui m'épanouit et ce rêve, il est là. C'est bien. Alors, est-ce qu'il y a, dans tes souvenirs, est-ce qu'il y a un conseil? Quel a été le meilleur conseil que tu aies pu recevoir dans la vie Mm. qui, déjà jusqu'à maintenant? Parce qu'on en aura peut-être d'autres dans le futur. Ouais. Bah, je pense que ça rejoint vraiment le mantra de tout à l'heure, mais Hmm. c'est vraiment cette notion que vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Je pense que ça a été le meilleur conseil. Ça, c'était de ma mentor. Après, j'ai mon père aussi qui est très philosophe et lui aussi, son conseil, je pense que c'est vraiment mon père qui m'a appris l'optimisme. Lui, il m'a toujours appris, mon père, justement à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et que, en gros, ce sur quoi on focalise notre attention grossit. C'est mon père qui me l'a enseigné, c'est-à-dire que si on se focalise sur ce qui est bon, et ce qui nous rend heureux, ben, en fait, le bonheur, il grandit, quoi, tout simplement. Et lui, il me dit, mon père, il m'a appris aussi dans cette même idée-là, c'est que même quand il avait des journées difficiles, parce qu'il a travaillé 9 ans au Japon, c'est pour ça qu'on a été expatrié au Japon, il disait que quand il avait des journées hyper difficiles, stressantes et tout, parce qu'au Japon, on travaille quand même comme des malades, hein, ça évolue un peu, mais ça reste quand même la réalité. Et il disait le matin, avant d'aller au boulot, il se posait la question, est-ce que mes trois essentiels sont remplis? Ma femme est heureuse? Oui. Mes enfants sont en bonne santé? Oui. Je suis en bonne santé? Oui. Ok, bah c'est bon. Ok, c'est bon. Je vais passer une bonne journée. En gros, c'est lui qui m'a appris ça, mon père. Très intéressant. Mm. Ouais, se poser la question si ces trois clés essentielles à sa vie, à son bonheur, sont Mhm. là. Si elles sont là, c'est bon. Allez, peu importe ce qui va se passer dans la journée, j'y vais, je me mets en action Ouais. et c'est bon. Et donc, chaque jour, il vérifie, c'est très, très bien. Alors voilà, chers auditeurs, auditrices, une autre clé que vous apporte Yuko. Euh, réfléchissez, voilà, je vous invite à faire cet exercice. Réfléchissez aux trois points essentiels dans votre vie, ce qui vous rend heureux. Et Oui. puis, chaque matin, tout comme fait le père de Yuko, se poser la question, est-ce que ça c'est atteint? Est-ce que ça c'est là? Est-ce que c'est bien présent? Oui, ok, ben j'y vais. C'est pas mal. Tu diras merci à ton père. Oui. Je lui dirais, ouais. Alors pour finir, Yuko, Oui. quel cadeau souhaiterais-tu nous partager pour nous, auditeurs, auditrices, moi, le monde? Oui. Ouais. Ben, en fait, comme cadeau, je voulais du coup vous partager un extrait de mon dernier livre que j'ai écrit qui s'appelle Ne jamais dire jamais et Oui. qui est là. Voilà, je te le montre. Ne jamais dire jamais. Et il y a un extrait, je me suis dit, voilà.
C'était un beau cadeau. Je le souhaite en tout cas pour vous tous. Alors, juste avant que Ah, tu le lises, juste avant que tu oui, on mettra le lien pour pouvoir, si vous êtes intéressé par l'achat du livre de Yuko, on vous mettra les liens aussi pour pouvoir y accéder sous le podcast. merci. Alors, qu'est-ce qui importe à la fin d'une vie? C'est l'amour, c'est qu'on s'aime. La vie n'est pas éternelle. Alors, je t'en prie, en mémoire de ma meilleure amie Vie, qui est donc décédée à l'âge de 27 ans, honore la vie, célèbre-en chaque parcelle, réjouis-toi de chaque miette. Fonce quand tu as des rêves sans attendre ou trop réfléchir. Ne reporte pas au lendemain. Ose être toi, vivre pour toi. Ne perds pas de temps à vivre comme les autres. Mieux vaut une vie pleinement vécue qu'une vie en demi-teinte. Ce n'est pas le nombre d'années qui compte, mais l'intensité avec laquelle on vit notre vie et l'impact qu'on a dans la vie des gens. Voilà. C'est encore une très belle résonance. Ce que je retiens et qui est important, c'est de ne pas se comparer aux autres. Ça, c'est super, ce que tu écris dans ce livre. Ne pas se comparer aux autres et vivre pleinement ses envies, ses passions, qui on est. Hein, c'est bien ça, si je résume bien là, le passage qu'elle nous dit. La vie, elle est là, elle a sa, comme tu le dis si bien, elle a son rythme, elle a sa durée. On la connaît pas d'ailleurs. Hein. On nous dit pas dès le début quand est-ce qu'on va mourir. Et c'est important de la vivre pleinement quand elle est là. Oui, tout à fait. Et tout à fait. Et c'est vrai que j'ai eu, on peut dire, c'est pour ça, des fois j'ai eu du mal à utiliser ce mot, mais j'ai eu cette chance, on va dire, et même si c'est une tragédie aussi, j'ai eu cette chance de le découvrir très jeune, que la vie peut être courte, parce que j'ai Mm. perdu donc ma meilleure amie, elle avait 27 ans. Mm. Et on va dire grâce à ça, quand je dis que je profite de la vie à 200%, ce n'est pas juste des paroles en l'air. En fait, Mm. je le vis vraiment parce que je sais que la vie peut s'arrêter demain. Et du coup, je veux pas la gâcher à perdre mon temps, à me poser 36 000 questions et à reporter au lendemain. J'ai pas le temps pour ça. T'as pas le temps à rester dans l'inertie, hein, donc c'est Non. d'être toujours dans cette action. En fait, t'es vraiment là en, en- en pleine justesse avec tout ce que tu nous dis depuis le début. Hein. C'est vraiment, c'est bien clair, quoi. Voilà, C'est simple, en fait, c'est très simple c'est ça. quand on y pense. Ouais, très très Ouais. simple. Faut pas se prendre la tête. Ah, merci beaucoup, Yuko. Alors, dernière chose, comme ça, sans réfléchir, quel mot tu canalises pour nous le partager? Hmm. Le mot, ben, c'est simplicité, pour le coup. Ah bah, Simplicité. il me va bien celui-là. Merci infiniment, Yuko. J'ai passé vraiment un agréable moment avec toi et pour vous, auditeurs et auditrices, je sais que vous avez passé aussi un agréable moment avec nous. N'oubliez pas, je vais vous les rappeler de toute façon, vous commencez à me connaître. Sous le podcast, je vais rappeler les points essentiels que Yuko nous a donnés, nous a partagés, ainsi que tous les liens. Et je vous invite à aller découvrir un peu plus cette jeune femme, parce que bon, voilà, hein, elle a pas encore les cheveux blancs comme moi, cette jeune femme. Et enrichissez-vous de qui vous êtes et enrichissez-vous aussi de tout ce que vous voyez autour de vous. La différence, ça nous fait avancer, hein, de toute manière. Voilà. Je disais ça parce que comme tu es dans l'expat, et forcément, Ouais, il y a des différences que tu rencontres. merci beaucoup, Carole. Merci à toi. Et surtout, n'oubliez pas, Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un